Cette Rolex est radioactive, pas à un niveau dangereux, mais elle émet tout de même des radiations. Et plus tard dans cette vidéo, je vous parle des Rolex encore plus vieilles qui, elles, émettaient des radiations au point où c'était réellement dangereux pour la santé. Cette montre est la Rolex GMT Master 2 en acier avec la couronne noire et rouge dite Coke, comme la boisson. Il s'agit de la référence 7710A. À l'époque, on avait également le choix d'opter pour une Pepsi, dans quel cas le A serait remplacé par un B, ou alors une lunette toute noire. De ces trois choix de couleurs, celle de la Pepsi est encore disponible à l'achat aujourd'hui. Les options sont sinon la Batman, donc noir et bleu, ou celle dite Dark Knight, qui est noir et gris, à ne pas confondre avec toute noire, et qui vient d'être introduit pour Watches and Wonders 2024. Il ne faut pas oublier non plus la Sprite, vert et jaune, qui est particulière puisqu'elle est faite pour les gauchers, ayant la date et la couronne inversée. La GMT Master d'origine, donc la première génération, a été originellement développée pour les pilotes de ligne commerciale, plus précisément pour la compagnie aérienne Pan American. Elle a été originellement lancée avec une couronne noire pour la version Nord ou la couronne Pepsi pour la version en acier. Quand la GMT Master 2, quant à elle, est sortie en 1982, c'était avec cette couronne. La principale différence entre la GMT Master 1 et 2 est la possibilité de décaler l'aiguille de 24 heures de celle de 12 heures. Par exemple, si l'aiguille GMT, celle avec la flèche, indiquait 18 heures sur la GMT Master d'origine, alors l'aiguille des heures indiquerait assurément 6 heures. La fonction GMT ne pouvait donc être utilisée qu'avec la couronne. On tournait donc la couronne jusqu'à ce que l'aiguille GMT indique l'heure au fuseau horaire souhaité, et ensuite pour lire l'heure, on n'a qu'à lire ce que la flèche pointe. La GMT Master 2, quant à elle, est plus complexe à ajuster, mais bien plus pratique à utiliser par la suite. On tire la couronne jusqu'à la position 2. Observez que l'aiguille des secondes s'arrête, et c'est dans cette position que nous pouvons ajuster les minutes et les heures. L'aiguille de 24 heures suivra également. Nous allons donc avancer l'heure jusqu'à ce que l'aiguille de 24 heures pointe vers la bonne heure sur la lunette. Vous utilisez l'aiguille 24 heures pour votre heure de référence, étant donné que, comme vous n'êtes pas sur les lieux, vous ne pouvez pas savoir si c'est le jour ou la nuit. Pour l'heure locale, on prend l'aiguille de 12 heures. Mais comme vous avez ajusté l'aiguille de 24 heures et que l'aiguille de 12 heures bouge avec, elle n'indique maintenant plus la bonne heure. C'est donc là qu'il faut faire ce qui n'est pas possible sur la GMT Master 1 et ajuster l'aiguille des heures indifféremment du reste des aiguilles. Avec la fonction Jump Hours, ce qui nous permet d'ajuster les heures sans affecter les minutes et sans arrêter la seconde, on ajuste correctement l'heure locale. À présent, notre aiguille des heures indique l'heure locale et notre aiguille GMT indique le deuxième fuseau horaire. La GMT Master 2 permet de consulter rapidement un troisième fuseau horaire et d'ensuite pouvoir revenir facilement au deuxième. Alors en ce moment, puisque vous n'avez pas touché à la lunette pour l'instant, le triangle qui est à la 24e heure est aligné avec le triangle de 12 heures du cadran. Il faut alors avoir une certaine connaissance de géographie et des fuseaux horaires et trouver le différentiel entre notre heure de référence actuelle et celle où on souhaite aller. Ensuite, n'oubliez pas de retourner à votre temps de référence en alignant à nouveau les deux triangles. À la fois, la GMT Master 1 et 2 ont été offerts avec les deux bracelets pour montre en acier de Rolex, soit le bracelet Oyster, comme on voit ici, qui a des mailles plus larges, ou le bracelet Jubilee, avec des mailles plus courtes. Les deux bracelets sont équipés du système de fermeture Oyster Clasp, qui s'opère de la manière la plus simple qu'il y a. La référence spécifique que j'ai à mon poignet a été en production de 1989 à 2005. La montre est dans un boîtier en acier dit SAE 904L, si vous voulez aller très technique, et qui mesure 40 mm de diamètre. Comme vous pouvez voir, la montre se porte bien sur mon poignet relativement jeune. L'allage d'acier, soit dit en passant, est le même que Rolex utilise encore aujourd'hui. Rien n'a changé pour ce point-là. La montre ne dispose pas du système de bracelet EasyLink, qui permet d'ajuster la montre rapidement de 5 mm et qui est présent sur le modèle 2024. À la place, le bracelet s'extensionne ou se raccourcit de bien plus, mais vous aurez besoin de peu d'outils et de temps pour l'ajuster. La lunette est vintage, à la fois pour la couleur et pour son matériau. Elle est en aluminium, à l'opposé des lunettes d'aujourd'hui qui sont en céramique. Plus précisément, elles sont en cérachrome, ce qui est simplement la céramique de Rolex. Un chronomètre superlatif, évidemment, ce qui est le standard chez Rolex, et veut dire qu'elle ne peut pas perdre ou prendre plus de 2 secondes par jour. Précision qu'il doit au calibre 3185. Il se base sur le calibre 3135 de Rolex, qui n'indique que la date, et y ajoute la fonction GMT. Vous pouviez trouver le calibre 3135 sur toutes les montres dites plongées de Rolex, sauf la Submariner sans date et la Deep Sea, ainsi que sur les Datejust. Le calibre 3185 n'est pas exclusif à la GMT Master 2,
puisqu'à l'époque, on le trouvait également sur la Explorer 2. Les complications sont les mêmes sur la GMT Master 2 et sur la Explorer 2, sauf que la Explorer 2 ne possède pas une lunette tournante, puisque l'aiguille qui est utilisée pour le deuxième fuseau horaire sur la GMT Master 2 est utilisée sur la Explorer plutôt pour indiquer s'il est le jour ou la nuit. La Explorer 1, quant à elle, n'a pas rapport avec le calibre, puisqu'elle indique seulement l'heure. En 2007, on passe au calibre 3186, qui est simplement le 3185 légèrement amélioré. Mais il y aura ensuite un changement plus significatif, où des améliorations seront réellement présentes, lorsqu'on passera au calibre 3285. Cependant, le calibre actuel sur la GMT Master 2 et Explorer 2, le 3285, a beaucoup de différences avec son prédécesseur et en plusieurs points amélioré. C'est le calibre qui est également aujourd'hui disponible sur la Explorer 2. Premièrement, la montre passe d'une réserve de marche de 48 heures à un exceptionnel 70 heures, et le calibre dispose d'un plus récent système anti-choc de Rolex, nommé le Paraflex. L'échappement et le rotor sont également optimisés pour une efficacité accrue. Outre cela, le calibre fait les mêmes dimensions et dispose des mêmes complications. Il y a donc très peu de différence, outre la lunette, entre la GMT Master que j'ai et celle qui est en vente dans les magasins aujourd'hui. C'est sûrement une des raisons pourquoi la valeur de revente est aussi bonne. Une autre raison qui explique la haute valeur de revente est le côté vintage qu'a la montre, surtout avec sa lunette discontinuée. Après tout, c'est ce qui fait en grande partie le mérite de Rolex. Résister à l'épreuve du temps avec des designs iconiques et intemporels, et avec des mouvements robustes qui survivent à l'échelle du temps et ne perdent pas de précision. Le tout en disposant toujours des plus récentes technologies. Une autre différence est l'inscription dans le bas du cadran. Il est inscrit Swiss, suivi d'un T, puis du symbole -2, et puis finalement 25. Tandis que sur les modèles les plus récents, il est simplement marqué Swiss Made. Alors que veut dire le T et le moins que 25? Eh bien, ça fait référence au tritium, la substance radioactive qui est utilisée dans la luminescence du cadran. Moins que 25 fait référence au niveau de radioactivité. La montre est donc radioactive dans la substance qui est utilisée pour faire briller les index et les aiguilles dans le noir. Comme le tritium perd à peu près la moitié de sa radioactivité en 12 ans, eh bien aujourd'hui, 27 ans plus tard, vous pouvez voir à quel point la montre illumine peu dans le noir. Dû à sa radioactivité, qui, bien que très faible, est tout de même présente, l'usage de tritium dans les montres fut interdit à compter de 1998. Voilà pourquoi, à partir de cette année, les montres Rolex disposent plutôt d'une substance photoluminescente. Le fait que la montre fut achetée en 1997 et non pas l'année suivante est donc très important. À présent, je pense qu'il serait utile d'expliquer la différence entre une substance radioactive et photoluminescente lorsqu'elles sont utilisées pour la luminescence des montres. Une substance radioactive tire sans surprise son énergie dans la radioactivité et éclairera jour et nuit jusqu'à ce que ses réserves soient épuisées. Dans le cas du tritium, comme je l'ai dit, la moitié des réserves sont épuisées après 12 ans. Une substance photoluminescente, quant à elle, emmagasine de l'énergie à partir de la lumière qu'elle capte pendant la journée pour ensuite la diffuser pendant la nuit. Cependant, le désavantage est qu'il y a une limite à l'énergie qu'elle peut absorber, et donc elle ne brille qu'un certain temps à partir du moment où il fait noir. Donc pour résumer, on a du côté avec la substance radioactive une montre qui brillera sans cesse pendant quelques années, ou du côté d'une substance photoluminescente, une montre qui brillera seulement quelques heures dans le noir, mais en théorie pour l'éternité, à condition bien sûr qu'elle puisse être exposée à de la lumière de temps en temps. Les substances radioactives ont également quelques effets sur la santé, bien que dans le cas du tritium, elle soit vraiment mineure et ne fait honnêtement aucune différence, mais la substance photoluminescente n'a elle vraiment aucun effet. Cela m'amène donc à la courte histoire des substances luminescentes utilisées chez Rolex. Avant le tritium, Rolex utilisait le radium. Comme je vous l'ai dit, le tritium, bien qu'il est radioactif, n'a pas vraiment d'effet sur la santé. Le radium, quant à lui, en avait réellement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde qui a possédé une montre radium est mort de cancer, loin de là. Mais les chances de diverses maladies reliées à l'exposition à la radioactivité sont augmentées. Ce n'est pas idéal de s'exposer à des radiations mais je trouve tout de même ça drôle et intéressant comme fait. Et je pense que ça témoigne d'une autre époque où il y avait à la fois plus d'ingéniosité, mais moins de soucis pour la santé. Ce qui était en fait un lien direct d'un manque de recherche sur la santé. Mais si le radium était si dangereux, eh bien pourquoi est-ce qu'on l'utilisait, vous demandez-vous? Eh bien comme je l'ai dit en premier lieu, on ne savait pas à quel point c'était dangereux, mais deuxièmement, le radium était beaucoup plus efficace. Il brillait encore plus fort que le tritium, et surtout, brillait pendant encore plus longtemps. Par exemple, si la montre que j'ai au poignet avait été munie de radium à la place,
eh bien elle brillerait encore très fort même aujourd'hui. Et ce, considérant que ça aurait aussi voulu dire que cette montre était encore plus vieille. Je vous mets à l'écran quelques faits sur le radium si ça vous intéresse. Le modèle manufacturé après 1998 possède le Luminova, la première substance photoluminescente que Rolex utilisa et qui est faite au Japon. Alors honnêtement, je suis très content que la montre que j'ai date de 1997. Et en plus, si on considère que le Luminova ne marchait pas super bien, eh bien, je préfère avoir une montre radioactive puisque c'est tout de même drôle. Eh bien, drôle tant que ça n'a pas d'effet sur la santé, mais comme je l'ai dit, le tritium est pratiquement inoffensif. En 2000, Rolex passe au Super Luminova, qui est cette fois manufacturé en Suisse et qui est plus efficace, brillant jusqu'à 4 heures dans le noir. Mais en 2008, Rolex passe pour sa propre substance qu'elle développe elle-même, qui est dite le Chromalight, est encore plus pratique puisqu'elle brille jusqu'à 8 heures dans le noir. Et contrairement au Luminova et Super Luminova, elle ne brille pas d'une couleur verte, mais plutôt d'une couleur bleue, ce qui est, si vous voulez mon avis, plus facile à lire. Bien, c'est tout pour cette vidéo, sachant que cette montre a une valeur de revente encore plus chère que la GMT Master 2 actuelle, au point où il serait possible de la vendre et même si on enlève la commission du vendeur et les taxes, on pourrait tout de même acheter une GMT Master 2 neuve, mais je ne ferai certainement pas ça, car je trouve que cette montre est très spéciale puisqu'elle est vintage grâce à sa lunette et du fait qu'elle est radioactive, ce qui est assez spécial. Je trouve que c'est un vestige plutôt particulier du passé, un peu comme les objets par exemple Made in Western Germany, ou l'époque où il y avait de la feuille de coke dans le Coca-Cola. Après 27 ans, la montre marche encore parfaitement et est aussi utile qu'elle l'était lors de son achat. Voilà ce qui fait le mérite de Rolex, une montre qu'on peut passer de génération en génération. Je suis ravi d'avoir pu faire cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez une suggestion de vidéo. Toujours, vos retours sont appréciés. Alors moi, je vous dis à la prochaine.